Je suis Johan Burkovic, cofondateur et CEO. Et chez GetMint, nous faisons en sorte que les marques améliorent leur visibilité dans les grands modèles d'IA comme ChatGPT, Perplexity, Claude, Google AI Overview. Nous sommes convaincus que ces IA vont devenir, en tout cas très bientôt, des canaux d'acquisition clients, de distribution de produits majeurs. Et chez GetMint, nous faisons en sorte que ces canaux d'acquisition soient mesurés, performants et maîtrisés. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce live. C'est tout d'abord essayer de vous donner les clés pour comprendre les changements de paradigme marketing qui est en train d'avoir lieu sur le marché, vous, dirigeants ou équipe marketing, avec des choses très très concrètes, vraiment l'expérience terrain, ce qu'on a nous découvert, ce que notre invité Thibaut découvre tous les jours sur le marché. Et d'ailleurs, je suis ravi, Thibaut, Thibaut Davout, de t'avoir à mes côtés aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là. Alors, en quelques mots, tu as plus de 15 ans d'expérience en tant que CMO, growth marketer, principalement dans les SaaS B2B. Tu as fait 8 ans chez Livestorm, et il me semble que tu es arrivé, tu étais quasiment l'un des premiers employés marketing, si ce n'est le premier. Le premier, ouais. Le premier, vous étiez 7 en tout dans la boîte. Et tu as accompagné l'entreprise jusqu'à ce que Livestorm avait 100 collaborateurs, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Tu pourrais peut-être nous dire un petit peu plus ça après. Et puis ensuite, aujourd'hui, tu es advisor CMO part-time, donc tu accompagnes une multitude de boîtes dans leur croissance sur les sujets marketing. Et donc, je suis ravi de t'avoir parce qu'en quelque sorte, tu es un bon capteur de ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. Et tu vas nous aider de manière très concrète, opérationnelle, à comprendre comment aborder ce changement de paradigme et l'arrivée des IA. Et peut-être tout d'abord, justement, en première question, c'est quoi que tu sens sur le marché? C'est quoi, c'est quoi l'état du marché, l'état des équipes? Comment elles abordent le sujet? Qu'est-ce qu'elles sentent déjà aujourd'hui? Ouais. C'est le sujet chaud du moment. Dans toutes les directions marketing, on se pose beaucoup de questions. Il y a des réponses qui se dessinent, il y a encore pas mal d'incertitudes. De ce que je vois, moi, il y a un peu deux grosses tendances. Il y a des gens qui vont surréagir et se focaliser à fond sur les LLM tout de suite pour agir tout de suite. Et parfois, peut-être un peu trop vite, sans se poser les bonnes questions. Et d'autres aussi qui vont être très attentistes en se disant, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on attend et on continue à faire du SEO traditionnel. Donc c'est un peu intéressant de voir les deux pans s'opposer. Et je suis hyper content du coup de l'invitation aujourd'hui pour pouvoir parler de tout ça. Comme je disais, c'est un sujet chaud et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions et donc j'espère qu'on pourra apporter des réponses aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes nombreux à assister à ce live. On a une petite heure ensemble. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat Zoom. On prendra le temps pour y répondre à la fin de la session. Est-ce qu'aujourd'hui, les équipes que tu accompagnes ou les entreprises que tu observes, ils sentent déjà des choses avec les IA? Est-ce qu'ils sentent des clients qui arrivent après une recommandation de ChatGPT, ou est-ce que c'est flou? Quel est le degré d'urgence qu'ils arrivent à sentir grâce aux data? Ouais. Je pense qu'il y a souvent au moins un feeling. Les gens se rendent un peu compte que ça commence à devenir réel, quoi. Je pense que les boîtes qui ont réagi le plus vite en France, c'est celles qui ont aussi une présence à l'international où Google AI Overview est déjà présent sur les régions. Parce que du coup, ça a un impact immédiat sur le trafic qu'on voit sur le site web. Donc c'est quelque chose qu'on mesure traditionnellement et du coup, ça a été vraiment évident pour les équipes SEO notamment qui ont vu ça tout de suite. Les équipes qui sont présentes que en France l'ont peut-être un peu moins vu parce que je pense que les LLM s'ajoutent en fait par-dessus le SEO traditionnel et les recherches sur Google. Et du coup, en fait, c'est cette couche supplémentaire qui arrive, c'est un peu un canal d'acquisition supplémentaire finalement. Et du coup, c'est possible de l'ignorer si on ne fait pas attention à ça, alors qu'en fait, c'est déjà présent. Même en France, des gens utilisent ChatGPT pour faire leurs recherches. Donc, il y a un peu ces deux mondes qui sont possibles à la fois. Voilà. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, globalement en France, parce que Google AI Overview n'a pas été release complètement, d'ailleurs moi j'ai été, je ne sais pas si vous récemment, mais moi j'ai été face à Google AI Overview en France, donc je me dis qu'ils sont en train de le déployer. Mais donc tant que ce n'est pas déployé complètement, en tant qu'entreprise, on peut ne rien voir en fait.
Exactement, ouais. On peut à minima voir des signaux un peu cachés parmi d'autres. Par exemple, une augmentation du trafic sur les recherches de brand, donc vraiment sur le nom de la marque, ou du trafic direct, parce qu'en fait, c'est l'expérience sur ChatGPT, par exemple, c'est on va être exposé au nom du produit, au nom de la marque, et ensuite on va aller chercher de soi-même pour aller voir plus d'informations. C'est très rare en fait qu'on clique directement dans les résultats du chat IA pour aller sur le site. Et d'ailleurs, on voit que l'attribution directe vers des chats est plutôt en stagnation, voire réduction en fait depuis cet été. Ça veut dire quoi là aujourd'hui et combien de redirections de trafic qu'on détecte en général qui vient de ces LLM? Alors c'est un peu variable en fonction de la boîte. Je sais que quand j'étais chez Livestorm, à la fin, nous on avait à peu près 1%, moins de 1% de notre trafic qui était attribué directement au LLM. Ça c'était quand? C'était, la dernière fois que j'ai regardé, c'était juillet de cette année. Juillet de cette année, ouais. Okay. Et à côté de ça, les gens qui créent un compte et qui d'eux-mêmes nous disaient nous avoir connus via les chats IA, c'était 5 fois plus élevé, quoi. Ça restait un petit chiffre, mais c'était au-delà de 5%. Et surtout en croissance constante. Là où l'attribution sur le trafic en referral était un peu stagnante déjà à l'époque, quoi. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est si on a une augmentation assez importante des recherches brandées dans Google, c'est-à-dire le nom de la marque dans Google, c'est peut-être un des effets de la recherche IA qui est masqué, mais qui a un effet là-dessus, c'est ça? Tout à fait. Alors, après, ça va dépendre de la marque et de la taille de la marque qu'on a, à quel point on est déjà, la marque est déjà assise et connue sur le marché. Mais on peut dire que tous signaux égaux par ailleurs, si ce trafic brandé augmente, c'est pas par magie, quoi. Il y a bien un phénomène qui se passe. Et moi, ma théorie, c'est que en effet, c'est surtout les chats IA qui changent en ce moment. C'est ça qui est le gros changement qu'il y a depuis un an. Et du coup, je vois pas d'autres raisons. Alors, à part évidemment si on fait des actions en dehors de RP, etc. Mais toute chose égale par ailleurs, je pense que ça peut être un signal. Donc globalement, les utilisateurs dialoguent avec leur IA préférée. La marque est bien référencée. Si la marque a la chance d'être bien référencée, elle ressort et l'utilisateur tape le nom de la marque dans Google. Et donc, c'est un trafic qui est associé à Google alors qu'il a été initié par le LLM. C'est ça? Voilà, c'est ça. Et en plus, c'est quelque chose que les marketeurs généralement aiment pas trop parce que généralement le trafic direct, c'est très dur de l'expliquer. Par définition, c'est ce qu'on peut pas mesurer. Mais c'est pour ça que c'est important de mesurer l'évolution de ce chiffre-là et du coup de regarder comment on progresse là-dessus. Plutôt que d'essayer d'aller expliquer dans les détails de l'attribution et tout. Je sais que les marketeurs s'arrachent les cheveux souvent à attribuer tout trafic précisément grâce à des UTM, etc. Je pense que dans le cas des LLM, c'est un peu une bataille sans fin qui ne marchera pas vraiment. Voilà. Et quand Google AI Overview va arriver en France ou pour les entreprises qui sont déjà exposées à l'international, qu'est-ce qui se passe concrètement? Pardon, ouais, quand Google AI Overview va être déployé en France, ouais. Ou pour les entreprises qui sont déjà présentes à l'international, globalement, qu'est-ce qui va se passer pour l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle va avoir sur son site? Ça, c'est la grosse évolution qu'on voit, c'est la décorrélation entre les impressions sur Google et le trafic qu'on obtient sur son site. En fait, le phénomène qui se passe avec l'arrivée de Google AI Overview, c'est que les impressions augmentent, ont tendance à augmenter sur Google. Et par contre, le trafic qui arrive sur le site a tendance à baisser, notamment pour les recherches informationnelles, donc où on cherche de l'information, qui était souvent adressé par les blogs des marques, en tout cas dans le B2B, c'est souvent comme ça. Et en fait, de plus en plus, les gens trouvent directement la réponse dans les AI Overview. Et du coup, en fait, ils vont même pas voir l'article in fine. Ouais. Donc c'est un peu logique. Alors il y a des gens qui surnomment ça la tendance crocodile parce que ça fait un peu cet effet comme une grosse mâchoire où en fait les deux courbes s'écartent complètement. Et si vous allez voir d'ailleurs sur Google Search Console, on le voit très très nettement en fait ce phénomène-là. Là où en France, aujourd'hui, ça se passe pas encore en fait. Peut-être. Et ça a un impact direct sur les ventes de la boîte ou ça peut ne pas avoir d'impact? Je sais pas si tu as... Honnêtement, c'est difficile à dire. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que ça a un impact sur les métriques traditionnelles qui sont traquées en SEO. On optimise souvent pour le trafic et du coup, il va falloir se réinventer pour penser différemment. In fine, si on fait bien son boulot et si les LLM mentionnent bien la marque correctement, de manière positive, avec un bon sentiment et tout ça, il n'y a pas de raison que ça impacte négativement les ventes, vu que, in fine, les utilisateurs, les prospects
entendront quand même parler du produit et vont quand même découvrir et obtenir la réponse. Si on est bien référencé, parce qu'après, si on n'est pas référencé, là, on ne voit rien, mais c'est peut-être parce qu'on n'est pas du tout référencé. Donc, d'ailleurs, c'est un des sujets. Comment essayer de bien traquer l'impact que les IA ont aujourd'hui déjà sur mon business? Alors, pour moi, la solution, c'est déjà de base de poser la question aux utilisateurs quand ils vont se créer un compte. Par exemple, si on a un SaaS B2B, demander comment ils ont entendu parler de notre produit ou de notre marque. Je pense que c'est un peu old school comme réponse, mais ça fonctionne bien parce qu'au final, on traque à la fois une tendance, mais aussi vraiment le sentiment des utilisateurs. Si ça se trouve, en fait, in fine, c'est pas vraiment comme ça qu'ils ont entendu parler du produit ou de la marque pour la première fois, mais c'est ça qu'ils ont retenu, en fait. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cet aspect-là. Donc, il faut poser la question à ses clients. Donc, j'imagine pour un SaaS B2B, c'est plus simple si on l'a au téléphone, via des commerciaux, donc demander aux commerciaux de poser la question. Donc, est-ce que vous avez interrogé un LLM avant de venir chez nous, c'est ça, le genre de questions? Soit ça, ou alors un sondage, tu sais, un formulaire tout simple, quand tu crées ton compte, on te demande, pendant l'onboarding, quoi. Et c'est intéressant de savoir quelle IA a été interrogée d'ailleurs, parce qu'en fonction de ta population, ça peut être ChatGPT, mais ça peut être Claude. Si par exemple mes clients sont des codeurs, on sait qu'ils utilisent beaucoup Claude, ou ça peut être même d'autres, en fonction des régions. Google AI Overview peut-être en France va devenir majeur très prochainement. Donc poser la question via un formulaire ou par téléphone ou par autre, et savoir quel LLM a été consulté. Ouais, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, nous, on a eu ça auprès de nos clients, qui nous disaient que c'était à peu près 2 à 3% du trafic qui venait des IA. Et à partir du moment où ils ont posé la question, c'était plutôt entre 20, 30, jusqu'à 50% de leurs clients qui venaient chez eux après une consultation d'une IA. Et en fait, l'IA, c'est plus un sujet de trafic, c'est un sujet d'aide à la décision. J'ai peaufiné mon besoin et le produit qui répond à mon besoin avec les IA. Et ensuite, comme on le disait tout à l'heure, je tape dans Google, j'arrive directement. Et bien sûr, vu que j'ai déjà mûri la décision, il y a des taux de conversion qui sont plus élevés. Alors, je ne sais pas si toi, tu as déjà vu ça auprès de tes clients. Ouais. Et du coup, c'est attribué à Google. Mais j'ai bien consulté une IA pour prendre la décision. Ouais. Et si on revient sur les taux de conversion, toi, tu avais vu des taux de conversion qui étaient supérieurs Généralement, ouais. En fait, on voit plutôt ça. Là où Google, traditionnellement, on pouvait ratisser large aussi. Le SEO, ça servait justement à adresser du trafic gratuit. Donc, on pouvait chercher des mots-clés un peu plus éloignés de son produit in fine. Ce qui fait que du coup, l'idée, c'est de ratisser du trafic et de ramener des paires d'yeux en fait, vers son site web. Là où les LLM peuvent adresser des requêtes vraiment très spécifiques et du coup plus intentionnistes. Donc oui, souvent, on voit des taux de conversion plus importants. Ouais. La personne, elle vient chez toi, mais elle a déjà globalement fait le travail de pré-qualif, comme s'il y avait un sales dans le ChatGPT, et elle vient, elle est déjà convaincue du produit, quoi. Exactement. Encore une fois, si la visibilité reflète bien le produit et de manière positive, quoi. Très clair. Donc là, les premiers takeaways pour vous, si vous ne savez pas quoi faire, du coup, c'est de poser la question, de mettre un sondage, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière ce que vous n'êtes pas en mesure de traquer via les outils traditionnels, et peut-être se préparer à l'arrivée de Google AI Overview. C'est-à-dire que plus vous préparez en amont, plus quand ça va arriver, vous serez capable de mesurer, comprendre votre visibilité, etc. Alors peut-être on peut revenir aux bases et aux fondamentaux. Ça fonctionne comment un LLM? Donc LLM, c'est Large Language Model, c'est comme ça qu'on appelle les IA, ChatGPT, etc. Comment ça fonctionne? Il y a un peu dans le contexte de la recherche de ce dont on parle aujourd'hui, il y a deux choses. Les LLM, ils vont aller regarder le site de notre marque, son contenu, ce qui est mentionné, et ce qui est publié sur le web en général autour de la marque. Et après, ça va être une question de probabilité. En fait, il va mettre bout à bout des mots qui vont répondre à la requête qui a été faite et qui ont la meilleure probabilité de répondre à cette question-là. Donc il va y avoir, déjà c'est la grosse différence par rapport au SEO, c'est qu'il va y avoir une variance entre les réponses qui vont être données par les chats, qui normalement convergent vers la même réponse, ou en tout cas vers la même conclusion, et les takeaways seront les mêmes, mais il peut y avoir de la variance. Et d'ailleurs, si vous faites l'essai de faire la même question loguée sur différents comptes ou depuis différents endroits, etc., vous allez obtenir des réponses qui peuvent fluctuer un peu ou même parfois être totalement différentes. Donc si je pose 2 fois la même question, j'ai
probablement deux fois une réponse différente. Voilà, mais sur un nombre assez élevé de questions, on va avoir la réponse, le fond de la réponse va être le même en fait. Donc ça veut dire qu'il faut jouer énormément de fois la même question pour commencer à comprendre la convergence de ce qui est le plus probable qui réponde. Voilà. Et donc c'est là où on va comprendre vraiment ce qu'il a en... Alors je dis pas en base parce que il peut utiliser l'information qu'il a lui en base quand il a scrollé le web, mais ensuite il peut aller chercher l'information sur Internet. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus ça. Depuis, alors, tous les modèles fonctionnent un peu différemment. Depuis cet été, avec GPT-5, ChatGPT fait le choix lui-même en fait, en fonction des informations. Il va, je pense, d'abord essayer de chercher ces informations qu'il a déjà en base. Et s'il juge qu'il faut mettre à jour ou avoir des informations plus récentes, il va le faire. Je pense que la raison principale du côté OpenAI d'avoir fait ça, c'est de limiter les coûts. En fait, ils veulent réduire le nombre de gens qui vont faire une recherche web spontanément, parce que ça va coûter plus cher. Mais in fine, du coup, ça fait que le modèle décide lui-même en fait, en fonction de la question qui a été posée. Et tu as une idée de qu'est-ce qui fait qu'il va décider d'aller chercher sur le web ou pas? Franchement, là pour le coup, pas vraiment. Je pense que la réponse évidente, c'est en fonction de si on pose des questions par rapport à des dates ou des informations très récentes et on insiste dans la question sur ça. Là, logiquement, il va essayer d'aller chercher ce qui est dispo. Mais non, pour le coup, j'ai pas vu d'études là-dessus et moi-même dans mon usage, j'ai pas vu de pattern où je me dis tiens, c'est logique qu'il aille chercher sur le web. Et quand il décide d'aller chercher sur le web, comment il fait? T'as une idée de... Là, du coup, il va accéder à différents sites. Alors, ce qui se dit beaucoup, c'est que c'est un peu un miroir des résultats Google en fait sur les requêtes. Alors, je suis pas un expert technique, mais il se passe ce qu'on appelle le fan-out, le query fan-out, où en fait, il va diviser la question en plusieurs questions, en fait, plusieurs requêtes, qui a priori, elles, vont directement à des recherches Google. Et ensuite, en fait, il va faire sa tambouille dans les résultats et du coup, créer sa réponse à partir de là. Mais si il va rechercher sur Google, alors moi, d'après ce que je comprends, c'est qu'il va chercher sur Google et puis il peut chercher aussi sur d'autres moteurs de recherche et puis il peut utiliser lui-même sa connaissance. Ouais. Puis d'ailleurs, ChatGPT a sorti Atlas, donc de plus en plus, ils essayent de prendre de la place dans la connaissance des moteurs de recherche. Mais si on est bon en SEO et qu'on ressort dans les recherches Google, est-ce que normalement on ne devrait pas être bien référencé? Logiquement, c'est un bon début. En tout cas, de ce qu'on sait aujourd'hui, les marques qui étaient déjà bien positionnées en SEO sont aussi souvent des marques qui s'en sortent bien sur les LLM. Mais c'est pas automatique? Pas forcément. J'imagine qu'il y a des contre-exemples qui existent. Nous, on en a vu, on a chez nos clients des acteurs qui, en quelque sorte, très forts en SEO parce qu'ils ont énormément investi dessus. Ils ont l'acquisition de clients majeurs qui vient de l'organique et qui ne sont pas bien référencés dans les IA. Donc on voit que c'est certainement une bonne base sur laquelle on peut créer et renforcer sa visibilité dans les IA, mais ce n'est pas automatique. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que il va, le LM, et on va en parler juste après aussi, il va aller chercher, lire différentes sources, et ce n'est pas forcément les premiers résultats Google. C'est ça qui est assez étrange. Donc il y a toute cette interrogation et énigme, comment il formule sa réponse, et on va essayer d'y répondre là de manière très concrète. Et du coup, donc, il fait la recherche sur le web, ou alors il l'a en base, il va analyser les différentes sources, et après il formule la réponse. Et aussi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est on lui pose une question, c'est que c'est l'utilisateur lui pose une question, et il va essayer de trouver la meilleure réponse à cette question. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de marketing, ça? Ouais, ça veut dire que, encore une fois, si on revient à la comparaison avec le SEO, là où sur le SEO, on cherchait à adresser des mots-clés qui étaient souvent assez spécifiques, en tout cas, avant d'aller sur la long tail et vraiment étendre ça, on cherche d'abord des mots-clés qui sont quelques mots, 2, 3 maximum, et du coup adresser ça vraiment très bien. Là où sur les LLM, en fait, on va pouvoir vraiment aller beaucoup plus dans le détail et il va falloir vraiment affiner son contenu pour s'adresser exactement à l'utilisateur qui va poser la question. Parce qu'on sait que même si lui-même ne le fait pas dans sa question, et d'ailleurs souvent ils le font, on sait que la question moyenne, la longueur de la question moyenne posée sur un chat IA, c'est une vingtaine de mots, je crois que c'est 22 mots, là où sur Google c'est plutôt 2 ou 3, je crois que la moyenne c'est 2,5, quelque chose comme ça.
Donc on voit que les requêtes sont beaucoup plus longues, donc c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus spécifiques. Et en fait, d'un point de vue de marketing et pour un marketeur qui va faire du contenu, l'idée c'est de créer du contenu qui va vraiment adresser cette requête-là dans le détail. Donc ça veut dire revenir aux bases de qui est mon persona, quels sont les cas d'usage précis et vraiment créer des pages et du contenu qui va adresser ces requêtes dans les détails. D'autant plus que les IA, si on l'utilise régulièrement, elle enregistre de plus en plus de contexte sur son utilisateur. C'est-à-dire que je sais en tant qu'IA que cet utilisateur, il a 20 ans, qu'il habite Paris, qu'il a tel ou tel contexte dans sa vie. Et du coup, quand il me pose une question, je remets ça dans le contexte par rapport à cet utilisateur-là. Ouais. Et ce que tu dis, ça veut dire qu'il faut être capable d'adresser le besoin de cet utilisateur dans son contexte. Mais ce qui veut dire que du coup, le défi pour les marques, c'est de comment j'adresse les différents besoins exprimés par une multitude de micro-cibles, en fait. Parce que quelqu'un qui a 20 ans à Paris par rapport à quelqu'un qui a 30 ans en province, etc., ouais. Ou dans une autre ville, une autre région, un autre pays, et peut-être même j'ai un produit qui correspond à 5 besoins différents, c'est-à-dire qu'il va falloir à chaque fois adresser à ces besoins-là de manière précisément. Ouais. Il ne faut pas hésiter à vraiment aller dans le détail. Par exemple, moi je pense que je mets beaucoup plus de poids aujourd'hui qu'il y a 1 an ou 2 sur les pages industrie, par équipe. Par exemple, si on a un produit qui peut être utilisé par plusieurs équipes différentes dans une boîte. Toutes ces pages qui permettent d'aller vraiment dans le détail de l'usage et de vraiment parler à la personne qu'on cible in fine. Ouais, je pense que ça a gagné en importance. Donc ça, en quelque sorte, ça remet la définition du marketing noble du terme au centre du jeu. Ça veut dire à qui je vends mon produit, quels sont leurs besoins, comment ils expriment ces besoins-là, et en quoi ma proposition de valeur répond à ce besoin-là avec le même champ sémantique. Et tout ça, d'essayer de le communiquer au LLM pour qu'il pense à moi quand un utilisateur exprime ce besoin. Ouais, exactement. Ouais. Ok, c'est intéressant parce que du coup, on va arriver sur... J'ai défini, imaginons, alors, je suis une entreprise, j'ai différents produits, j'ai fait mon travail sur mes différentes cibles et leurs besoins. Donc ça, je pense que c'est un travail à faire. Peut-être que les entreprises le faisaient, mais là, ça devient central. Et ensuite, comment je mesure, comment si je sais si aujourd'hui je suis bien référencé, comment je peux mesurer ma visibilité et savoir un petit peu de ce qui se dit d'ailleurs sur ma marque, sur mes produits au sein des LLM. Ouais, c'est là que des outils comme Getmin sont vraiment, vraiment utiles. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formule magique à part d'aller faire le travail soi-même et d'aller chercher une par une toutes les requêtes. Et comme on disait, il faut les faire plusieurs fois parce que ça peut varier avec le temps. Moi, je recommande vraiment l'usage d'un outil pour mesurer ça de manière... Et du coup, c'est quoi tu vas faire un portefeuille de prompts comment sont faits ces prompts? Tu as une idée de comment ça se construit Ouais. Un très bon point de départ, c'est déjà de partir, si vous avez déjà défini votre persona, tout ça, c'est de partir de ça. Mais aussi, moi, je regarderais vraiment de très près les retours qui sont faits par les prospects, par les clients, les questions qui sont posées dans les cycles de vente et même après. Et vraiment, en fait, je pense qu'on est vraiment dans une ère où, par exemple, quand on est un SaaS B2B, le Help Center, qui traditionnellement va adresser un nombre assez spécifique de requêtes, sans forcément aller dans le détail, là, je pense qu'il faut vraiment pousser cet asset pour répondre à des questions très spécifiques et pas hésiter. Par exemple, je ne sais pas, si on a un utilisateur qui pose une question sur une intégration très spécifique entre 2 outils, il faut voir ça comme un signal de se dire, en fait, il faut que j'ai ce contenu-là qui apparaisse quelque part sur mon site parce que ça a été posé. Et vraiment écouter ces signaux et avoir en place en fait, un système qui va faire remonter en fait, ces questions et ces retours clients et prospects pour pouvoir en fait, tout de suite le mettre en avant sur son marketing. En fait, l'une des problématiques qu'on a aujourd'hui sur le marché, c'est que les grandes IA ne partagent pas de data sur quelles sont l'expression de besoin qui a lieu sur la plateforme et à quelle fréquence elle a eu lieu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est une personne ou 10 000 personnes qui ont exprimé ce besoin-là avec ce contexte-là. Du coup, ce que tu dis, c'est qu'il faut se rapprocher de la data de l'entreprise. Donc les bons proxys, ça peut être le trafic Google, le SEO, parce que ça donne quand même des indications sur le nombre de fois que ce mot-clé, qui peut être proche d'une expression de besoin, a été mentionné dans Google. Les transcripts des calls sales, les retours clients, ça donne une indication sur la manière dont les gens s'expriment, quels sont leurs besoins et à quelle fréquence. Ouais. Et en fait, c'est clé parce que si
vous utilisez un outil comme GetMint et qui permet de comprendre sa présence dans les IA, mais basé sur des émulations de prompts qui sont joués des centaines et des centaines de fois, comme on dit, pour avoir une convergence de données. Si on met les mauvais prompts, par exemple, une expression de besoin qui arrive une seule fois par an, on fait une analyse qui ne sert à rien, parce que si je suis très bien référencé sur une expression de besoin qui n'arrive quasiment jamais, ou alors que je l'optimise, ça va avoir zéro impact business. Ouais, je dirais même que c'est une perte de temps et de ressources, parce que du coup, on n'optimise pas ce qu'il faut. Exactement. Donc c'est là où il faut passer énormément de temps, une attention particulière à bien définir ces prompts et de partir de la data de l'entreprise avec des bons proxys, pour définir le bon portefeuille de prompt, pour ensuite mesurer sa présence dans les IA, mais sur quelque chose qui a un impact business, quoi. Ouais. Et ça, ce que tu dis, c'est utiliser toutes les informations qui remontent sur l'entreprise. Alors, on peut peut-être montrer, là, à l'écran, j'ai paramétré des comptes. J'avais fait une analyse, d'ailleurs, sur le monde de la comptatech, pour montrer un peu ce que c'est un portefeuille de prompt. Ici, là, donc, des portefeuilles de prompt. Nous, on crée sur GetMint différents prompts, et notamment des prompts de visibilité. Les prompts de visibilité, c'est quoi ? Et là, je peux montrer comment ça fonctionne. Je donne du contexte. Je peux renseigner des mots-clés SEO. Je peux mettre des personas. C'est-à-dire, voilà, j'essaye je veux cibler ce persona, un jeune de 30 ans qui a tel métier, qui cherche telle chose, qui exprime tel besoin. Je peux donner un maximum de contexte et je vais générer des prompts de visibilité. C'est des prompts qui vont émuler une expression de besoin sans jamais citer une marque. Parce que si je cite une marque, évidemment, si je dis à ChatGPT, est-ce que tu connais ma marque, il va répondre oui, quoi. Et c'est aussi une expression de besoin. Ça veut dire, si je pose la question, quelles sont les caractéristiques d'un bon logiciel comptable ? C'est pas un bon prompt parce qu'il va sortir des caractéristiques d'un bon logiciel comptable, qui est peut-être les caractéristiques, moi, de mon logiciel comptable, mais il va pas me révéler ce qu'il recommande. Donc, un bon prompt de visibilité, c'est, et là, on les voit ici, c'est j'ai 30 ans, je crée une entreprise, je recherche un logiciel comptable qui est digitalisé, qui a un bon retour utilisateur. Quels sont les logiciels comptables que tu me recommandes ? Donc, c'est dans ce contexte-là. Donc, je crée ce portefeuille de prompt avec un maximum d'informations. Et ensuite, je vais lancer les analyses et je vois si moi, ma marque, par rapport aux autres, est-ce qu'elle est bien référencée et l'évolution de son référencement. Mais donc, on voit bien que si je place des mauvais prompts, toute l'analyse derrière est faussée et donc tout le plan d'action est faussé. Donc, la première chose, oui, effectivement, premier conseil, repartir des fondamentaux de marketing. Quelles sont mes cibles ? Comment elles expriment leurs besoins ? À quelle fréquence ? Et une fois que j'ai ça, d'analyser, basé sur ces données-là, ma visibilité dans les IA. Très clair. Ensuite, c'est quoi les KPI, les bons KPI à mesurer dans les LLM alors ? Ouais. Alors, on a déjà un petit peu touché le sujet tout à l'heure, mais alors, je pense que via des outils comme GetMint, on peut avoir des informations sur la visibilité, le sentiment, tout ça. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est hyper important d'avoir une vision sur le sentiment aussi, parce que effectivement, si on est mentionné toujours négativement ou derrière des concurrents à qui on est directement comparé, c'est plutôt mauvais que bon. Donc en fait, parfois, c'est pas juste la mention qui va être utile. Donc avoir cette finesse dans l'analyse. Et oui, et après, moi je pense qu'il faut vraiment revoir, parce que traditionnellement, c'est des gens qui font en tout cas qui ont été rattachés au SEO avant, qui vont réfléchir à la visibilité sur les LLM. Et je pense qu'il faut un peu se défaire de ces habitudes. Donc tout ce qui était mesure du trafic, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, ça devient moins important aujourd'hui. Et en plus, même en tant que SEO manager, ça peut même nous mettre dans des situations délicates plus tard, parce que la baisse du trafic va finir par arriver, comme tu l'as dit tout à l'heure avec AI Overview. Et du coup, je pense que plus tôt on arrive à éduquer un peu son équipe et sa boîte à une mentalité un peu différente de mesurer la visibilité, le trafic direct, etc. Plus on va, moins on évite de se retrouver dans cette situation délicate de devoir expliquer pourquoi le blog il fait moins 50% en un an, quoi. Et il faut analyser cette visibilité par marché, par ligne de produit, par persona, comme on le disait, c'est super important.
Et donc, ça veut dire créer ce portefeuille de front et différents projets et aller assez loin dans l'analyse. Et aussi analyser moi versus mes concurrents également. Et puis l'alignement. L'alignement, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les LLM parfois font des erreurs. Et donc, ils ne sont pas alignés par rapport à mes caractéristiques de mon produit, ce que je communique auprès de ma marque. Donc aujourd'hui sur GetMint, ce qu'on permet, c'est l'alignement de marque. Ça veut dire, moi, je communique sur mes telles caractéristiques, propositions de valeur sur ma marque. Mais je pense qu'à même à un moment donné, et ça on le voit avec ChatGPT, Shopping notamment, il va falloir aller par produit. Ça veut dire, c'est quoi le prix de mon produit, c'est quoi les caractéristiques de mon produit, à quel use case il répond, et est-ce que ce que raconte le LLM est aligné avec la réalité, quoi. Et donc, oui, il y a la visibilité, le sentiment et l'alignement. Et ça, c'est pour moi les KPI clés qu'il faut être capable de mesurer par segment, par persona, par pays, etc. Ensuite, il y a peut-être une chose, c'est les sources. Les sources qui ont été consultées, ça c'est un grand sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Ouais, c'est sûr que c'est la grosse question, parce qu'au final, comme on l'a dit, c'est gérer ce qui est mis sur son site web, c'est une étape, mais c'est pas la seule. Les sites tierces du coup qui mentionnent la marque sont hyper importants, et du coup c'est doublement difficile parce qu'on n'a souvent pas la main directement sur ça. Et aussi, du coup, il y a beaucoup d'analyses qui existent un peu qui disent voilà quelles sont les sources les plus importantes. Déjà, elles sont pas toutes alignées sur les conclusions. Et aussi, ça peut vraiment beaucoup varier en fonction de la localisation, de l'industrie, tout ça. Donc, je pense que rien de tel que de vraiment savoir, dans son cas, en fait, ce qui ressort aujourd'hui. Et aussi, un peu regarder justement les sources qui sont utiles pour les concurrents, mais qui ne sont pas utiles pour nous. En tout cas, sur lesquelles on n'est pas présent, pour justement adresser ça et avoir un plan de développer sa présence dessus. Donc oui, traquer les sources, c'est vraiment important. Ouais. Et les sources, on entend beaucoup parler de il faut être sur Wikipédia, il faut être sur Reddit, un peu comme des vérités absolues. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je pense que pareil, ça dépendra beaucoup du business, de la région, etc. Je pense que Wikipédia, de toute façon, pour moi, c'est un no-brainer. C'était utile déjà à l'époque où c'était que le SEO qui comptait, parce que Google a fait évoluer ses résultats de recherche pour vraiment utiliser ce qui est présent sur Wikipédia pour mettre en forme la page de résultats, etc. Ça permet de structurer la donnée, même juste d'avoir le bon logo qui va être mis en avant sur Google, etc. Et je pense que ça translate très bien aussi sur les LLM. L'autre avantage de Wikipédia, c'est qu'on peut avoir la main dessus, en fait. Si on a des sources legit qui mentionnent sa boîte, c'est facile entre guillemets de créer une page Wikipédia. Ouais, c'est assez simple. Franchement, moi je l'avais fait pour Livestorm à l'époque où on avait juste levé notre premier site, le seed. Et en fait, à partir du moment où il y avait des sources comme TechCrunch, etc., ça suffisait pour avoir une page. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas si complexe d'y arriver. Et surtout, il n'y a pas du tout besoin de passer par un éditeur externe pour le faire. On peut le faire soi-même, en fait. Okay. Voilà. Et ça, tu recommandes dans tous les cas, même si c'est pas forcément une source qui fait autorité de manière obligatoire dans mon domaine. Voilà, exactement. Parce que les LLM, c'est une chose, mais il faut pas oublier aussi le SEO qui reste important. Ça restera important toujours. Et du coup, rien que pour cette raison-là, je mettrai haut dans la liste de priorités. Reddit, c'est plus technique. Déjà, c'est beaucoup plus difficile de réussir une stratégie Reddit que Wikipédia, parce que déjà, c'est une communauté. C'est très connu pour être... Les Redditors sont très opposés à tout ce qui est promotion, self-promotion, etc. D'ailleurs, créer un profil de marque sur Reddit, c'est, je pense, hyper difficile. Je sais pas, il y a peut-être des marques qui ont un très bon capital sympathique, qui ont réussi à le faire, mais globalement, c'est très, très difficile. Donc à l'opposé, il faut plutôt essayer d'être vu comme un utilisateur lambda qui va donner son avis à une question qui sera complètement neutre. Est-ce que c'est important d'être sur Reddit ? Alors ça c'est la question. Donc du coup, c'est très difficile de le faire. Donc c'est vrai qu'il faut se poser la question de est-ce qu'on le fait ou pas. Je pense qu'en France, il y a un peu... c'est un peu flou aujourd'hui. On sait que Reddit avance de plus en plus sur le marché français. Ils ont lancé une grosse campagne de lancement il y a quelques temps où ils étaient présents à Paris. Il y avait des affiches partout. Voilà. C'est vrai. Moi, j'ai commencé à voir des réponses à mes questions en français qui sont en fait des threads qui sont en anglais à la base sur des communautés donc anglophones sur Reddit, mais qui sont traduites en fait en français. Donc, je pense que de plus en plus, ça commence à être visible, même si on pose des questions en français à ChatGPT ou autre LLM. Et donc, ça va devenir de plus en plus important, je pense.
Et aujourd'hui, de toute façon, les boîtes qui ont une présence aux US, généralement, ne peuvent pas l'ignorer parce qu'on voit que c'est très présent. Pour le coup, la plupart des études le ressortent comme site principalement visible. Et même quand on regarde dans le détail, nous, chez Livestorm, ça avait vraiment son poids aussi. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, et tu le disais tout à l'heure, c'est que les sources, il faut les analyser granulairement, par produit, par marché, etc., par persona. Et peut-être qu'on peut regarder qu'est-ce que ça veut dire sur le produit. Donc, on a un Source Explorer, et d'ailleurs, c'est par LLM aussi, hein, parce que quand on regarde là les sources qui sont citées, donc là, on voit que, en l'occurrence, pour cette boîte Penny Lane, la source principale, c'est Tools Advisor. Mais ça, c'est quand on prend tous les LLM. Maintenant, je vais sélectionner uniquement ChatGPT, et là, on voit que ce n'est pas du tout les mêmes sources. Là, c'est écrit un peu petit, donc je ne suis pas capable de... NerdWallet, PwC, Sage.com, ce n'est pas du tout les mêmes sources. Si je vais sur... Hop, là, ici, une petite seconde, je vais aller sur Gemini. Hop, et là, ce n'est pas du tout les mêmes sources non plus. Et si je vais sur Perplexity, c'est pas du tout les mêmes sources. Et d'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas, je vois pas de Wikipédia, je vois pas de Reddit, là en l'occurrence pour ce marché-là, ces personas-là. Et donc, on voit bien qu'il faut être capable d'analyser les sources consultées. Mais d'ailleurs, pourquoi il consulte des sources, le LM? On lui pose une question, et c'est là où on revient sur il va rechercher sur les moteurs de recherche, il va sélectionner des sources comme ça qui lui semblent faire autorité ou pas. Ouais, c'est ça. On peut imaginer que c'est le moment où il décide qu'en fait, avec sa base de connaissances actuelle, ça suffit pas, et du coup, il va chercher l'information ailleurs, quoi. Et donc, on peut se dire que si jamais une source est constamment consultée et que je suis mentionné sur cette source, j'augmente ma probabilité d'être mentionné dans les IA. Ouais. Si j'ai 100% des sources consultées qui me mentionnent, normalement, je devrais être mentionné. Normalement, ouais. C'est logique. Si je suis jamais mentionné par les sources, je ne serai pas mentionné. Et c'est là où c'est intéressant, ça veut dire que si mon site web n'est jamais consulté, ça veut dire que j'ai beau mettre du contenu sur mon site web, ça ne veut pas dire que ça va changer la visibilité rapidement, en tout cas. Peut-être que si je fais du contenu de qualité sur mon site web régulièrement, il va devenir de plus en plus consulté. Et peut-être que là, je vais augmenter ma visibilité. Mais si jamais là, à date, tout de suite, il n'est jamais consulté, ça ne changera rien. Ouais. Donc, il faut absolument agir sur les sources. C'est ça que ça veut dire. Ouais, complètement. Mais surtout, on sait que ça a un poids vraiment très important dans la construction des recherches. Et oui, exactement comme tu le dis, en fait, je pense qu'il faut vraiment adresser les deux. On ne peut pas se dire aussi, mon site ne sert à rien parce qu'en plus, le trafic baisse, etc. Donc, de toute façon, je vais l'ignorer et je vais faire que adresser les sites tierces, quoi. Je pense qu'il faut vraiment une stratégie équilibrée entre les deux. Mais oui, en tout cas, on peut absolument pas ignorer les sites tierces parce que, on le sait, hein, c'est constamment utilisé par les LLM pour affiner les réponses. Et en plus, d'une manière qu'on ne maîtrise pas, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois ils décident de le faire ou pas. Et donc là on vient bien si on fait toute la ligne, c'est important de définir c'est quoi le marché, le personnel plus important, parce qu'on voit que ça va être un travail assez fastidieux à faire, d'influencer les différentes sources et du contenu. Donc, de définir mes cibles les plus importantes, l'expression de besoin le plus important, bien définir les prompts pour avoir une bonne liste de sources, parce que si je pose la question de manière différente, sur un persona différent, je vais avoir des sources différentes. Ouais. Et tout ça nous permet en quelque sorte d'avoir la visibilité sur est-ce que je suis bien référencé ou non et quelles sont les sources consultées. Et ça, c'est la base en quelque sorte du plan d'action qui va arriver après, qui est, comme tu disais, soit je produis du contenu sur mon site et un mixte sur les sources qui font autorité. Ouais. Et comment je peux faire en sorte que ces sources qui font autorité communiquent ma marque Là, ça va vraiment dépendre du site en lui-même. Moi, je connais bien le B2B SaaS, donc je vais parler de ça principalement, mais comme exemple, mais je pense que ça peut se traduire pour d'autres industries, mais nous par exemple les sites de review sont hyper importants, c'est beaucoup utilisé, donc J2, Capterra, etc. Ouais. Et ça du coup on a directement la main sur une grosse partie du contenu, c'est-à-dire comment on présente son pricing, comment on présente le produit ou les produits qu'on a, etc., les features, tout ça. Donc ça on peut directement avoir les équipes marketing qui vont mettre à jour ça et s'assurer que c'est bien présenté, que c'est les bons mots qui sont utilisés, etc. Mais après il y a les reviews en elles-mêmes qui vont être un reflet, en fait c'est le miroir de ce que les gens
voient vraiment avec le produit et comment ils le décrivent. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais c'est anecdotique, mais quand j'étais chez Livestorm, il y a eu pendant très longtemps, on essayait de pousser une vision plus... voilà, dire qu'on faisait de la visioconférence en général, mais en fait, dans les reviews J2, ce qui ressortait, c'était qu'on était un outil de webinar uniquement. Et en fait, je trouve que c'est hyper important. Il faut bien avoir en tête que la manière dont les gens vont parler de notre produit, c'est en fait aussi ça qui va être utilisé par les LLM pour le comprendre. Ouais. Et donc, en fait, j'encourage pas à contrôler ces reviews et à essayer de diriger dans un sens ou dans un autre, mais il faut être conscient de ça en fait. Il faut être conscient que vos utilisateurs vont aussi en fait finalement dans ce qu'ils partagent être utilisés. Donc ça c'est pour les reviews spécifiquement, mais il y a plein d'autres types de publications. Il y a celles qu'on peut payer sa visibilité sur des... Par exemple, je sais que Forbes, pendant longtemps, avait une section, je crois que c'est toujours le cas, où on peut payer pour publier un article. Donc en fait, moi, ce que j'encourage à faire, c'est d'avoir un plan en fait, de toutes ces sources-là et un plan d'action sur ce qu'on peut faire pour être visible et ce qu'on doit faire pour... soit améliorer sa visibilité, soit changer le sentiment en fait, qui va en ressortir. Ouais, d'ailleurs, les sources consultées par les LM en fonction du prompt sont complètement différentes. En fonction d'un prompt de visibilité, c'est j'ai ce problème-là, qu'est-ce que tu me conseilles? Ou qu'est-ce que tu penses de cette marque? Si on pose la question de qu'est-ce que tu penses de cette marque, il va beaucoup plus aller lire les reviews. C'est d'ailleurs là où il va beaucoup plus aller chercher du Reddit, parce que c'est du contenu modéré, basé sur des vrais clients utilisateurs. Alors que des prompts de visibilité, il va plutôt aller essayer de chercher des sites qui font autorité. Alors, je ne sais pas si dans votre domaine, il y a un blog, il y a un comparateur qui fait autorité, qui sort toujours je sais pas moi, des analyses assez approfondies sur les produits. Là, il va aller le consulter. Et sur ce sujet des sources, ça couple un autre phénomène du marché qui est que les sites web monétisaient le trafic, notamment les médias. Que si de plus en plus ils sont consultés par des LLM, on n'est plus capable de monétiser le trafic. Et nous, c'est ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de médias qui avaient un business model basé sur le trafic doivent changer en quelque sorte de business model et proposent de plus en plus des espaces de publication dédiés aux LLM. Donc, on peut acheter des espaces de publication. Et donc, ça, c'est une opportunité pour toutes les marques d'aller voir sur toutes les sources qui font autorité. Et nous, on a une fonctionnalité chez GetMint qui s'appelle Influence. On a plus de 150 000 médias partenaires dans le monde. Et donc, de voir si ces sources sont dans l'inventaire, à combien ça coûte, et quelque sorte, sur les 100 sources consultées, s'il y en a une dizaine sur lesquelles je peux acheter des publications et qui sont régulièrement consultées, là, je sais que je vais influencer la réponse des LLM. Et de plus en plus de médias, comme je disais, l'acceptent. Donc ça, c'est plutôt une opportunité. Donc on le voit sur les sources, extrêmement important. Ça dépend vraiment de la question posée et donc des prompts et donc des segments, etc. Et une fois que j'ai fait ça, on avait dit qu'il faut produire du contenu. Mais globalement, comment produire du contenu c'est la production de contenu devient au centre du jeu, en fait. Complètement, ouais. Et comment produire ce contenu? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a touché beaucoup de sujets. Ce contenu, en quelque sorte, doit répondre aux expressions de besoin. Ouais, complètement. Donc, on revient toujours au même sujet, mais au même point qui est de vraiment bien comprendre les besoins des utilisateurs et ce qu'ils vont rechercher, et du coup l'adresser vraiment, et de ne pas hésiter à aller dans les détails. Et je mentionnais tout à l'heure l'exemple du Help Center, où là on peut vraiment aller au fond de la question et du coup vraiment répondre précisément. Peut-être plus que sur un site vitrine où là on va peut-être se cantonner à des pages persona, des pages industrie, etc. Ce qui est très bien, mais du coup vraiment pas hésiter à même les signaux qui peuvent ressortir de une question spécifique qui pose une question qui est très précise, pas hésiter à l'adresser en fait dans le Help Center. Ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'IA permet aussi maintenant de générer du contenu. C'est pareil, c'est tellement naissant qu'on hésite encore un peu parfois à y aller. On se dit si je fais que du contenu généré par l'IA, je risque d'être pénalisé, etc. Moi, je pense que c'est toujours une bonne manière de au moins faire une première version du contenu et ensuite de faire une repasse derrière avec un humain. Mais c'est vrai que si on se dit qu'il faut faire du contenu très spécifique et vraiment adresser toutes les questions qu'on peut avoir de nos personas, même des questions qui font 20-30 mots et aller dans ce niveau de précision, humainement ça devient très compliqué. Donc du coup c'est là où c'est intéressant de céder l'IA pour au moins avoir une première base de contenu, quoi. Et nous c'est pour ça qu'on a d'ailleurs créé le Content Studio qui permet, si on regarde là à l'écran, de voir les prompts sur lesquels on est visible ou on n'est pas visible, c'est-à-dire des gaps de visibilité, et donc de créer du contenu
qui a pour objectif de réduire ce gap de visibilité. Et qu'est-ce qui se passe ici? Donc, par exemple, si je vois là, j'ai un gap de visibilité assez important, Generate Content, déjà, ce que va faire GetMint, c'est qu'il va relire toutes les sources qui ont été consultées et tout le contenu qui a été consulté pour essayer de savoir, voilà, ces sources, enfin, ces contenus ont été consultés, ils font autorité, de quoi ils parlent? C'est quoi le besoin qui est adressé? C'est quoi le champ sémantique? C'est quoi l'ensemble des informations qui ont été abordées là-dedans? Et ça va faire un brief pour le content writer de voici ce qu'il faut que tu racontes dans ton contenu. Ensuite, comme tu disais, il faut peut-être faire du contenu assisté par IA, mais le problème, c'est que ça fait du contenu pauvre, alors que, on le sait, le contenu pauvre, il va plutôt être sanctionné, parce que, notamment, les LLM ont un enjeu vital d'apporter une réponse exacte et la plus juste possible. Et donc, s'il y a des erreurs dans le contenu qui a été produit, il risque de faire des erreurs dans la réponse. Et donc, il veut s'assurer que le contenu qui est consulté, il est authentique, il est unique, il est vérifié, etc. Et donc, nous, ce qu'on permet, c'est d'aller charger dans l'expertise library, de charger en quelque sorte sa data, son expertise, ses caractéristiques produits, ses retours clients, bref, toute information que l'entreprise va nourrir dans GetMint pour produire du contenu de qualité. Et donc, on va mixer les deux en quelque sorte. On va mixer la data de ce gap de visibilité sur le contenu qui a été consulté, les thématiques, le champ sémantique qui a utilisé, l'expertise de l'entreprise à la taille de l'entreprise, et on va aider globalement nos clients à produire du contenu sur différents templates. Donc aujourd'hui, on a des blog posts, on a des how-to, même des posts LinkedIn, et puis on va faire énormément de templates différents. Ça peut être aussi des pages web, basées sur le brief qu'a généré notre outil, sourcé sur l'expertise de l'entreprise, avec un workflow qui crée, c'est le brief que j'ai créé. Donc, si je veux utiliser ce brief, ça va me faire une structure de contenu avec H1, H2, H3, que je peux évidemment modifier. Et ensuite, ça va me rédiger un article que je vais pouvoir itérer, valider avec mes équipes, et puis le publier. Et le publier, là, on le disait, sur son site. Mais bon, il faut que le site soit consulté. Et qu'ensuite, je pourrais aussi publier sur un réseau d'influence de 150 000 médias. Et ça place un data point. C'est ça que j'ai publié. Et ensuite, je vais pouvoir analyser les sources. Est-ce qu'ils ont consulté ce contenu-là? Donc, on reboucle avec les différentes sources qui ont été consultées ici. Là. Petit à petit, si on produit du contenu de qualité, at scale, et c'est pour ça qu'il faut se faire aider l'IA, parce que le sujet, c'est de produire de ce contenu de qualité at scale et le diffuser massivement, on va voir qu'il est de plus en plus consulté et que j'ai ma visibilité qui augmente. Et normalement, si j'ai fait mon travail de tracking, on va commencer à voir que j'ai du business qui est généré petit à petit. Et donc, on voit bien que globalement, il n'y a pas de quick win, quoi. Il n'y a pas de quick win. C'est à prendre dans une stratégie marketing, une vraie stratégie avec une organisation des équipes et un travail en quelque sorte au long cours qui est qu'il va falloir bosser le sujet granulairement, marché par marché, produit par produit. Et s'outiller, parce que sinon c'est impossible. Déjà, tout analyser et de produire at scale, c'est impossible. Ouais, c'est sûr. Et dans tout ce travail-là, je pense que le rôle du product marketing est hyper important. En fait, tout ce qu'on fait depuis le début de ce webinaire, c'est de parler ça, en fait. C'est de parler de matcher le contenu avec la description du produit et ce que fait le produit. Et aujourd'hui, c'est le site web et les sources qui font autorité. Mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, il va falloir communiquer directement avec le LLM. Ce qu'on voit avec ChatGPT Shopping, en quelque sorte, si tu intègres ton e-commerçant dans ChatGPT, tu envoies le contenu directement. Et donc, il faut que tu dises, si tu vends des chaussures, cette paire de chaussures, elle est faite pour les débutants qui veulent faire un premier marathon, un budget de moins 100 € et que j'ai utilisé tel matériau parce que j'ai eu tel retour client. Donc, il faut raconter toute une histoire pour adresser l'expression de besoin de cette cible. Et puis, j'ai une autre paire de chaussures qui est plutôt pour les experts qui ont fait 5 marathons, qui veulent faire celui de New York, qui gagné une demi-seconde. Et créer du contenu là-dessus que j'envoie directement à LLM pour que quand j'ai quelqu'un qui veut commencer à courir, à faire son premier marathon, il se dit, il y a cette marque qui m'a envoyé ce contenu-là qui correspond exactement à cette expression de besoin. Et on pourrait imaginer que demain, j'ai en quelque sorte le double de mon site web, mais qui est uniquement pour les LLM, peut-être consommé par
un MCP, on parle de MCP, mais ça peut être une autre technologie. Et sur lesquels voilà, je monitore, je produis, je monitore et j'analyse la performance de ce contenu-là avec une boucle de tracking pour savoir est-ce qu'il est consulté, est-ce que ça a généré du business. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, tu me parlais des TXT, LLM, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ce truc-là ? Le LLM.txt, je pense que c'est... donc, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, donc je vais expliquer très brièvement. Je crois que c'est llms.txt, le fichier qui est créé, et en fait, on le met sur son site. Et c'est une version qui est optimisée pour une lecture par un LLM de son site web. Donc, on va résumer ces pages, en fait, résumer la substance vraiment du contenu. Pour qu'il soit mieux consommé. Et il y a même, du coup, il y a le llms.txt, il y a le LLMS Full, qui est une version, je crois même, qui va plus loin, enfin, qui développe plus le contenu. Chez Livestorm, on avait créé, je crois, juste le llms.txt, parce qu'on s'était dit que le Full, c'était encore... on n'est pas trop sûr de l'impact du llms.txt, alors le LLMS Full, moins. Mais ce qu'on avait vu, en tout cas, c'est que beaucoup de boîtes, en tout cas dans le B2B, on avait vu ça en moins, et on s'est dit... on perd pas grand chose à en créer un et même si c'est finalement pas utile, on n'aura pas perdu tant de temps que ça. Mais a priori, ouais, c'est une version du site qui est scannable par les LLM et plus facilement compréhensible. Et est-ce que ça marche ? Justement, c'est la question. Moi, je pense que, comme je disais, en fait, on n'a pas aujourd'hui de preuves, mais le coût d'en créer un est tellement faible que autant y aller et comme ça, on n'aura pas de regrets, quoi. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées, mais peut-être avant de... n'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourrait y répondre tout de suite. Pour résumer, replacer le marketing au centre. Quelles sont mes cibles, l'expression de besoin, l'occurrence de l'expression de besoin, placer les bons capteurs dans un outil comme GetMint, analyser la visibilité par segment, par sous-cible, etc. Analyser les sources consultées, le type de contenu, et ensuite faire son plan d'action qui est en quelque sorte méthodique, charger mon expertise dans GetMint, voir les gaps de visibilité et de créer du contenu at scale, du contenu de qualité, ça veut dire qu'il va falloir le relire, ajouter des datas. On sait que les LM adorent les chiffres, adorent les mentions, les citations d'experts, les retours clients, les foires aux questions, parce que la foire aux questions, il adore. Voilà, il a une question, c'est je recherche une chaussure pour mon premier marathon, et dans la foire aux questions sous l'article, c'est pourquoi cette chaussure est la meilleure pour les premiers marathons, et qu'il ait la réponse tout de suite, ça il adore. Des tableaux comparatifs, bref, de synthétiser un maximum le contenu qu'aiment les LLM, le tout dans un format le plus simple, je crois qu'il aime bien le HTML tout simple, pas trop de design, parce que s'il n'arrive pas à le lire, en globalement ça lui coûte cher. Pas trop long aussi. Pas trop long, ouais. Donc, il vaut mieux, en quelque sorte, multiplier les articles, c'est ça ? Ouais, puis en fait, il faut voir aussi que vraiment, il va découper des passages, quoi. Donc, en fait, il faut vraiment faire du contenu qui va droit au but, éviter de trop éditorialiser avec des histoires, etc. Ouais. Vraiment aller... vraiment partager son message et faire en sorte que si on prend juste une phrase à part dans ce qu'on a mis, qu'elle soit toujours compréhensible et réutilisable derrière, quoi. Ouais. Et il aime bien le contenu aussi à jour, c'est-à-dire récent. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors ça, je sais pas, j'ai pas vu d'études récentes là-dessus justement, mais je pense que moi, ce que j'essaie de viser, c'est que toutes les pages, en tout cas, qui ont vraiment de l'importance pour les boîtes pour qui je bosse, aient à minimum 6 mois d'ancienneté, on va dire, et revenir dessus régulièrement. Parce que on sait que la nouveauté, la nouveauté, c'est vraiment important. Ouais, ce qu'on voit, c'est qu'après 3 mois, 3 mois clairement, le contenu perd en quelque sorte en référencement dans les LLM, et ce qui est du coup un enjeu et un vrai challenge pour les entreprises qui ont beaucoup de contenu, c'est comment le mettre à jour at scale. Donc il suffit pas juste de changer la date, c'est de le remettre au goût du jour avec des informations un peu plus récentes. Et pour moi, ça aussi, c'est pareil, ça va passer par des outils qui en quelque sorte, ça va du content management, monitoring et de production. Ça va être assez intéressant de ce qui se passe sur le marché. Et d'ailleurs, à l'opposé de ça, il y a aussi le contenu qui est très vieux et pour le coup qui est plus utile, qui en fait ou alors qui est plus pertinent, ou qui est plus aligné avec l'évolution du produit ou de la marque. Vraiment pas hésiter à les supprimer en fait. Alors même s'ils sont peut-être moins utilisés parce qu'ils sont vieux, si ça se trouve il y a une grosse masse qui va donner l'impression au LLM qu'on fait on adresse tel marché ou que le produit a telle fonctionnalité qui en fait n'existe plus. Et du coup il vaut mieux les retirer, même si ça peut faire mal parce que traditionnellement en SEO on va perdre du trafic, on va perdre des gens qui arrivaient chez nous, mais en fait la réalité c'est que c'est des gens qui sont plus pertinents parce qu'ils sont
plus concernés par ce que disait cet article, quoi. Alors, on va passer aux questions. On voit qu'il reste quelques minutes. Première question, c'est comment on fait pour directement communiquer avec les LLM ? Est-ce qu'on peut lui envoyer les infos sur nos produits et nos services ? Alors ça, c'est une très bonne question. Franchement, je ne peux pas répondre avec certitude. Je sais qu'il y a un test qui est en train de se faire. Il y a pas mal de boîtes qui ont commencé à faire ça, de permettre de résumer en fait ces pages sur le LLM. Donc là, tu vas créer un bouton résumer cette page sur ChatGPT par exemple, et quand on clique dessus, ça va ouvrir ChatGPT avec le chat pré-rempli qui demande de résumer la page. Et ça, du coup, c'est un moyen d'amener son trafic. C'est un peu, on pourrait penser que c'est un peu contre-intuitif, mais on amène les gens qui sont sur notre site vers ChatGPT pour en fait amener du contenu dans ChatGPT qui parle de son site. Pour moi, ça, ce serait la tactique pour répondre à ça. Voilà. Moi, j'ai pas de certitude de est-ce que ça fait vraiment. Voilà, si beaucoup de gens font ça, est-ce que ça fait vraiment remonter à ChatGPT que ce site existe et tout ça. Mais en tout cas, ce sera intéressant de voir comment ces expériments évoluent avec le temps et ce que ça donne. Alors nous, on n'a pas vraiment de preuves non plus que ça fonctionne. En revanche, il y a l'évolution notamment de OpenAI qui maintenant, avec ChatGPT Shopping, intègre les e-commerçants. Et donc c'est dans ce cadre-là où il y a une intégration officielle avec ChatGPT, où là, il faut que le e-commerçant envoie le contenu sur ses produits à ChatGPT. Ouais. Et certainement, ça va arriver sur d'autres. D'ailleurs, il y a l'App Store, où on peut consommer des services dans ChatGPT, notamment les premiers ont été Booking. Et là, il doit y avoir une intégration directe entre Booking et ChatGPT. Et puis, en fait, c'est un peu le sens de l'histoire. Est-ce que OpenAI et les autres vont en quelque sorte s'interconnecter avec l'ensemble des acteurs économiques du monde pour avoir de l'information à jour ? Ça, on va le voir rapidement. Autre question, pour un site multilingue traduit par un widget ou un outil qui permet de faire ces traductions, est-ce que l'utilisation d'outils de traduction automatique pénalise le référencement dans les IA ? Alors, moi, pour ça, j'applique les mêmes règles qu'en SEO, c'est-à-dire qu'il faut que les traductions soient forcément en dur et lisibles par un crawler, un bot qui va le faire automatiquement. C'est-à-dire que si c'est une surcouche en JavaScript qui va s'afficher par-dessus le site en français, par exemple, et ça traduit juste du côté du navigateur en anglais, par exemple, logiquement, ça ne suffira pas. Ce qu'on dit, c'est que la LLM n'arrive pas à lire le contenu en JavaScript, donc il faut vraiment qu'il soit en dur. Donc, c'est-à-dire sur des URL elles-mêmes sur la page. Donc moi c'est vraiment cette pratique là que j'applique et en fait c'est la même recommandation qu'en SEO en fait. Donc pour tout ce qui est localisation, pour l'instant moi je recommande de suivre globalement ce qu'on faisait en SEO et de l'appliquer en fait au LLM. Et puis si le contenu est de qualité et qu'il est traduit juste sur une autre langue et qu'il est mis sur un nom de domaine dédié au pays, ça devrait plutôt participer à un bon référencement. Exactement. Et on revient aussi à ce qu'on a touché du doigt tout à l'heure. Même en faisant ça, si on utilise de l'IA pour traduire, ça peut être aussi une opportunité de mettre vraiment dans le modèle qu'on utilise la plateforme de marque, en fait, les articles passés, quelle directive on veut donner, par exemple si on traduit en allemand, quel niveau de langue on utilise, etc. Enfin, vraiment aller loin dans les détails pour être sûr qu'en fait ce qui va être créé en contenu localisé va vraiment refléter exactement l'image de marque qu'on veut faire, quoi. Autre question, est-ce que le contenu informationnel type blog est toujours utile aujourd'hui ? Et est-ce que ce sera encore utile demain pour ranker dans les IA ? Ou est-ce que vraiment ça devient secondaire ? Ouais. C'est la vraie question parce qu'on voit du coup c'est typiquement ces requêtes-là où le trafic est en train de baisser. Donc on peut se dire en fait si ça tend vers zéro, est-ce que ça sera toujours utile ? Moi je suis assez convaincu que ce sera de toute façon utile pour éduquer les LLM quoi qu'il arrive et donc pour continuer à être pertinent sur des requêtes et être présent sur des sujets. Je pense que même Google en fait continue d'utiliser le blog comme signal en fait de quelle est l'expertise de cette marque, de quoi il parle, etc. Mais je pense que plutôt que de disparaître, ça va plutôt évoluer un peu. Je pense qu'on va un peu arrêter de traiter le blog comme une machine à SEO où on fait juste du mot-clé pur et c'est que ça. Et on va plutôt un peu éditorialiser, peut-être faire place à des experts, comme tu disais, les chiffres, les analyses propriétaires d'une marque ont beaucoup de valeur, on se ressortent souvent dans les LLM. Et je pense qu'on va un peu évoluer dans notre approche du blog pour mettre plus ça en avant.
Mais en tout cas, moi, je doute vraiment que ça disparaisse un jour. Enfin, je pense que de toute façon, ce sera un signal important et on ne sait pas comment ça va évoluer. En fait, aujourd'hui, le trafic baisse. Si ça se trouve, à un moment, il y aura un revirement de situation qui fera qu'on retrouvera du trafic. Peut-être qu'on arrivera à être créatif, à créer des mini-outils où on sera obligé de naviguer sur le site web pour en bénéficier et on fera ça au travers du blog. Enfin, ça sera... Peut-être une dernière question, parce que je vois qu'il est 14h30. Vous avez parlé de Reddit tout à l'heure, mais avec la coupe du paramètre num égale 100 sur Google, tu as vu ça? Ouais. J'avais compris que cela risque de ne plus être si pertinent. Ouais, je pense que c'est deux sujets qui sont finalement qui sont arrivés au même moment et je pense il y a eu pas mal de théories dessus. Je suis pas sûr que les deux soient liés en fait. Moi j'ai eu le sentiment qu'en fait la baisse parce que donc, ce qui s'est passé c'est que il y a eu ce changement de paramètre num égale 100 sur Google d'un côté. Je vais pas rentrer dans les détails. C'est juste si j'ai bien compris, c'est les crawlers avant qui donc automatiquement allaient récupérer les résultats de recherche, pouvaient récupérer une infinité de résultats s'ils voulaient. Et maintenant, il y a eu un paramètre qui a fait que ça a coupé, enfin ça a changé. C'est Google qui veut emmerder OpenAI, quoi. Exactement. Et pas que OpenAI d'ailleurs, peut-être même tout SEO manager qui fait du scrapping automatique. Et Reddit, du coup, au même moment, a perdu en visibilité, en tout cas sur ChatGPT. D'accord. Du coup, il y a eu un peu cette corrélation qui a été faite, mais je pense que c'était plus de la théorie que de la réalité. Et moi, ce que je pense, et ce qu'on sait, c'est que ChatGPT a fait un partenariat OpenAI a fait un partenariat avec Reddit il y a à peu près un an, je crois que c'était l'été dernier. Et du coup, pour moi, la logique veut que ce partenariat, du coup, reste important. Et je pense que s'il y a eu une baisse, elle est probablement momentanée et pas quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Donc, voilà, il y a beaucoup d'évolutions. Moi, je prendrais des pincettes là-dessus. Je changerais pas ma stratégie en me disant. Pas surréagir, quoi. Voilà, exactement. Laisser un peu le temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il fine-tune les modèles tout le temps. Il peut se passer des choses. Et si ça se trouve, dans un mois, on dira, c'est Reddit est revenu comme source principale. Et voilà. Donc. Il faut garder le cap et pas. Ouais. On touche à la fin. Merci beaucoup.